Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objet connecté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivier Ezrati. Bonjour. Bonjour. Monsieur Objet Connecté himself. Alors, merci d'être là. Vous êtes blogueur et c'est vous qui rédigez chaque année le célèbre rapport du CES. Alors, vous êtes également conseiller auprès de nombreuses entreprises dans leur stratégie d'innovation et vous êtes aussi très actif auprès des startups. Vous publiez notamment chaque année le guide des startups high-tech en France. Et vous les accompagnez puisque vous êtes également board member de certaines, consultants, conférenciers et auteurs. Alors la première question, donc je le disais, vous publiez chaque année le rapport du CES que vous publiez, si je me trompe, le lendemain même du... Non, 2 semaines après. 2 semaines après, quand même. Vous l'écrivez sur le moment? En fait, je fais une veille technologie toute l'année de ce qui se passe dans le secteur. Je concentre beaucoup de travail la semaine d'avant. En gros, c'est entre Noël et le jour de l'an, où je prépare un petit peu, je mets au propre ce que j'ai déjà pu récupérer. Ensuite, il y a la semaine du salon. Et ensuite, je passe à peu près 2 semaines pour faire le reste. Donc c'est un mois de travail en gros. Vous n'allez pas au CES pour bronzer à Las Vegas? Je n'ai pas bronzer, j'ai pas encore le temps de visiter le Grand Canyon alors que j'y suis allé 10 fois, ni le Cirque du Soleil. Je ne fais que visiter le salon, travailler sur le rapport, rencontrer plein de gens. Alors la première question, c'est d'où vous vient votre passion pour l'high-tech? Ouh là là, ça vient de mon père. Ah oui, ça remonte. Oui, comme plein de gens. Mon père m'a influencé, il m'a abonné à des revues. Moi j'ai été abreuvé de la recherche, Sciences et Avenir, Sciences et Vie quand j'étais gamin. J'ai découvert les technologies à une époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, hein, c'est les années 60, 70. Moi, ce qui me faisait rêver quand j'étais jeune adolescent, c'était un magnétophone à cassette à bande. Hein, oui, à l'époque, qui pouvait enregistrer la radio. Et puis après, la micro-informatique est arrivée dans les fin des années 70. J'ai découvert le PET Commodore, le TRS-80. Mais je me suis vraiment mis sérieusement à l'informatique que tardivement, finalement, vers 84. Alors, vous vous intéressez aux startups, aux objets connectés. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais créé votre startup spécialisée dans les objets connectés? Ouh là là, grosse question. Alors, sur les objets connectés, c'est pas forcément pertinent. Je n'ai pas créé de start-up pour plein de raisons. La première, c'est que je suis arrivé sur le marché du travail relativement tôt, hein, en 85. À l'époque, en sortant classiquement d'une école d'ingénieur. J'avais une passion qui était l'informatique éditoriale. Je m'intéressais beaucoup à la photocomposition. Et créer une start-up dans le domaine à l'époque, c'était plutôt rare. Donc j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, dans une société, une PME de 400 personnes. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne le marketing. Je suis rentré chez Microsoft, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Et passé un certain âge, la quarantaine passée, je me suis dit que j'avais plus l'âge forcément à créer une boîte, mais plutôt à aider des entrepreneurs. Donc ça vous a pas donné envie d'en côtoyer Si, mais finalement je me suis dit que c'était tout aussi intéressant d'aider les gens, d'en côtoyer beaucoup, de faire brasser l'écosystème. Et je me suis dit aussi qu'il était intéressant, notamment au travers du guide des startups comme du rapport du CES, d'aider beaucoup de gens. Et finalement, mon modèle aujourd'hui, c'est de partager beaucoup, d'aider beaucoup de gens. Et c'est une approche de volume, en fait, que j'ai apprise d'ailleurs quand j'ai fait du marketing chez Microsoft. Comment aider le maximum de gens Alors, il y en a qui le font pour vendre leur sauce, hein, vendre des produits ou du marketing. Moi, je le fais pour aider l'écosystème dans son ensemble. Et vous y arrivez, puisque je crois que votre guide des startups est téléchargé à plus de 100 000 exemplaires. Alors, 100 000, c'est depuis qu'il existe. Voilà. Je n'ai pas le chiffre exact, en fait. J'ai une estimation sur 4-5 ans, parce qu'avant, je ne mesurais pas. Et la dernière édition a été téléchargée 17 000 fois sur une année, ce qui est pas mal. Alors, la première question, qui peut sembler simple, mais j'aimerais bien l'avoir avec vous, c'est qu'est-ce que c'est un objet connecté? Ouh là là, mais ça dépend des personnes qui le définissent. Exactement. La définition la plus récente, souvent, c'est que c'est un objet qui contient des capteurs, qui captent quelque chose au niveau ambiant. Hein. Ça peut être la température, la position, le mouvement, tout un tas de paramètres de ce type-là, et qui les transmet sur Internet à des logiciels qui en font quelque chose. Alors, pas forcément Internet d'ailleurs, il y a des objets connectés qui ne sont connectés qu'au téléphone, mais où la donnée ne sort pas du téléphone. Parfois, c'est connecté à Internet. Donc, les définitions, elles varient un petit peu d'un fournisseur à l'autre, d'un usage à l'autre. Ce qui ne varie pas, c'est qu'il faut qu'il y ait de la connectivité, des capteurs. Il y a souvent un ou plusieurs capteurs qui captent quelque chose. Il y a une transmission de cette information qui est numérique à un autre appareil, soit de manière locale, à faible distance, soit à grande distance, quand le cloud se met à stocker les données sur votre santé ou d'autres paramètres de votre vie. Alors, est-ce qu'on peut situer de manière précise la date de naissance des objets connectés ou c'est compliqué ? C'est plutôt compliqué parce que c'est un processus d'innovation qui a été continu sur plusieurs décennies, comme tous les processus d'innovation. D'ailleurs, c'est comme si on disait de quand date le premier téléphone. Bon, Graham Bell, ça remonte à plus de 110 ans. Bien, dans le cas des objets connectés, en fait, la création remonte à plusieurs décennies, tout bêtement, dans l'industrie. On a commencé à mettre des objets connectés dans les usines bien avant d'en mettre dans les téléphones. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça un objet connecté. On n'appelait pas ça un objet connecté, on appelait ça ou un robot, ou un outil de mesure, ou une machine de production, ou une machine à commande numérique. Quand on avait une machine à commande numérique
ça existe depuis au moins 30-40 ans, qui fabriquait par usinage une pièce métallique et qui était elle-même commandée par un ordinateur qui n'était pas forcément à 2 mètres, bah, c'était un objet connecté dans les faits. Donc en fait, des objets connectés, bah, par contre c'était gros, ça coûtait cher, c'était gros, c'était pour les usines. Et puis petit à petit, on a réussi à miniaturiser la partie capteur de ces objets-là, parce qu'il n'y a pas que des capteurs, il y a des actuateurs avec des moteurs. Et donc ces capteurs-là, qui au départ coûtaient des centaines d'euros, voire plus, on a réussi à en faire des capteurs à moins d'un dollar, moins d'1 euro. Et on les met dans des téléphones, on les met dans des montres, on les met dans des bracelets, on les met parfois sous la peau même. Et donc ça a permis d'imaginer de nouveaux usages. Et là, on s'en donne à cœur joie, on en a dans le sport, dans la santé, dans la mobilité, dans tout un tas de domaines. Donc c'est pas le fameux lapin de Nabastag dont on parle tout le temps. Le lapin de Nabastag, c'est un objet emblématique qui a été créé il y a une dizaine d'années, mais c'est pas le premier ni le dernier dans le domaine. Très bien. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien il existe d'objets connectés ou c'est impossible à Ça dépend compter? comment on les comptabilise, hein. Si on comptabilise le nombre de smartphones, il y en a plusieurs milliards. Il doit y avoir 1 milliard et quelques d'ordinateurs personnels dans le monde. On est déjà facilement à 4 milliards si on intègre Et juste si on la enlève mobilité. téléphone, ordinateur, Alors si on enlève tout ça, on en est probablement à des centaines de millions, si c'est pas plus. Je n'ai pas le chiffre exact d'ailleurs. Je pense qu'il existe probablement plusieurs dizaines de millions de bracelets connectés dans la nature. C'est pas énorme, hein. Le taux de pénétration des utilisateurs dans les pays occidentaux est encore relativement faible pour ces produits-là, comme pour les montres connectées. finalement les fabricants sont en avance sur le marché et sur la demande. Ça a toujours été le cas. Ouais, De toute façon, ouais. on est dans le numérique, on a toujours été dans une économie de l'offre, c'est-à-dire où des innovateurs, des startups ou des grosses boîtes créent des produits avant même que la demande existe, et puis il y en Et a créer qui le marchent, besoin il y en en a qui créant le marchent, il y en a qui produit. ne marchent pas. Il y a eu des échecs par le passé. Parfois, il y a des objets connectés qui sont arrivés trop tôt. Rappelez-vous le Newton d'Apple, Nabastag par certains côtés était arrivé trop tôt aussi par rapport à l'appétence du marché pour ce genre de produit Mais plutôt ça ouvre dédié à la la porte maison. pour ceux d'après. Voilà. Mais ça, c'est le propre de l'innovation, c'est-à-dire que c'est pas lié aux objets connectés. Dans tous les domaines, la microinformatique a démarré comme ça aussi, il y a eu plein d'échecs. Donc, avant qu'il y ait eu l'Apple II, avant qu'il y ait eu l'IBM PC, il y a eu plein de sociétés qui se sont créées, qui se sont plantées lamentablement, dont on n'entend plus parler du tout. Sirius, par exemple, hein. Plus personne ne connaît Sirius. Bah, Sirius, c'est une des premières marques de PC que j'ai découvertes vers 78-79. Elle Effectivement. n'existe plus. Alors, quels facteurs, d'après vous, ont favorisé l'arrivée, entre guillemets, en masse des objets connectés? Qu'est-ce qui a encouragé les fabricants à se dire, OK, là, on y va, quand ils n'y allaient pas avant? Est-ce que les coûts ont baissé des capteurs Est-ce qu'il y a des Il y facteurs a plusieurs paramètres. Je pense que le premier paramètre, c'est la baisse des coûts des capteurs, c'est clair. Ça, c'est un paramètre technico-économique, disons. Le deuxième, c'est tout bêtement l'avènement de la mobilité et des smartphones. C'est relativement récent, hein. L'iPhone date de 2007, donc c'est quelques années à peine. Android est arrivé 2 ans après. Le marché des smartphones a dépassé 1 milliard de ventes par an, je crois, il y a 2 ans à peu près. Donc le marché des smartphones, c'est devenu le trigger, comme on dit en français, le déclencheur en fait du marché des objets connectés. Pourquoi? Parce que quand on est en mobilité, la quasi-totalité des objets connectés, ils sont connectés au smartphone. En fait, le smartphone, c'est quasiment le mainframe des objets connectés qu'on porte sur soi. Et quand on est à la maison, eh bien, c'est souvent ou la tablette ou le smartphone qui sert de télécommande des objets connectés qui contrôlent la température, l'énergie, tous ces paramètres-là qu'on a Vous dans la pensez maison. que dans quelques années, la montre pourrait remplacer le smartphone en tant qu'écran, en tant que télécommande? Alors la montre, pour moi, c'est un produit très important et intermédiaire entre le bracelet ou le capteur qu'on met du pied à la tête où on veut et le smartphone. Pourquoi? Parce que c'est un capteur qui a l'avantage d'être générique, il a un écran, on peut le regarder facilement, ce qui n'est pas le cas d'un truc qu'on mettrait sur le pied ou sur le front. Et donc, il peut jouer un rôle complémentaire de celui du smartphone qui est en gros, on consulte une Complémentaire, mais information. pas le remplacer. Pas forcément le remplacement, en tout cas compte tenu de l'état d'art de la technologie aujourd'hui et aussi compte tenu tout bêtement de notre œil. Notre œil ne peut pas se contenter d'une petite surface Comment de faire un smartphone de quelques montre, centimètres carrés pour la lecture, pour tout un tas d'usages, pour consulter des photos, des vidéos. C'est quand même plus intéressant d'avoir des smartphones d'une certaine taille. D'ailleurs, la taille des écrans des smartphones augmente régulièrement. Donc c'est bien qu'il y ait un besoin d'un écran d'une certaine taille. En fait, il y a une loi un peu empirique qui veut que, quel que soit l'endroit où on est, on va toujours avoir envie d'utiliser l'écran le plus grand possible que l'on peut avoir avec soi. Donc si on est dans son salon, c'est la télé. Si on est dans son bureau, bah, c'est l'écran de son ordinateur. Si on est en mobilité, bah, c'est son téléphone, mais quand même maintenant 5-6 pouces facilement. Ce qu'on appelle Mais il y des a quand même tablettes. une limite, parce que si on a un écran projecteur, on n'a pas forcément envie d'être trop près, on va peut-être choisir la télé. Oui. Non, bah, là, je parle juste de la maison. Ça peut être un projecteur vidéo, évidemment, pour un écran plus grand, mais c'est en gros un écran qui est plus grand, qui permet de profiter de contenu, typiquement du cinéma, des séries télé ou des jeux vidéo. Mais quand on est en mobilité, on va essayer de trouver l'écran le plus grand possible en fonction de là où on est. Alors, je suppose qu'on soit debout dans le métro. Si on est debout dans le métro, bah, on va utiliser plutôt son smartphone. Si on est assis dans le métro, ce qui est mon cas souvent, bah, je lis sur tablette, parce que je peux m'asseoir.
Et par contre, si j'ai vraiment de la place, j'ouvre le canard enchaîné comme ça. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Et la montre, elle est toute petite. Elle est faite pour des informations plutôt simples, basiques, c'est quelle heure il est, quel est le prochain rendez-vous, les alertes. Puis si on veut en savoir plus, on va aller sur le smartphone. Alors chaque année, on entend de nombreuses prophéties sur le nombre d'objets connectés que le marché pourrait atteindre dans les prochaines années. Qui est-ce qui est à l'origine de ces chiffres et est-ce qu'on nous manipule un petit peu? Ben ça, c'est vrai dans tous les cas de figure. Hein. Depuis que je connais cette industrie, la plupart des chiffres de prédiction, ils viennent de deux types d'organisations. Soit c'est les fournisseurs, soit c'est les analystes. Et en l'occurrence, pour les objets connectés, la plupart des prédictions, dont on parle beaucoup, comme les 50 milliards d'objets connectés en 2022 ou 2023, ben, ils viennent de Cisco. Donc pourquoi? Parce que les fournisseurs, ils ont intérêt à faire miroiter un monde merveilleux de croissance dans leur domaine d'activité, pour à la fois encourager les gens à investir dans leur boîte, pour maintenir le cours de la bourse de la société, et aussi pour entraîner des vagues d'innovation qui dynamisent le marché. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que ce sont des prophéties sur lesquelles on va soi-même mettre de l'argent. C'est comme Oracle qui, il y a 12 ans à peu près, prédisait la consolidation de l'industrie informatique dans le logiciel. Et juste après, il achète PeopleSoft, Retech, Sibel. Donc voilà, quand on a de l'argent, quand on peut investir de l'argent sur sa prophétie, bah, on peut contribuer à la réaliser. C'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce qu'on sait combien, par exemple, pourrait peser le marché? Une fois de plus, on va parler un peu de prophétie, mais d'ici 2020, 2050, est-ce qu'on a des... Vous le sentez comment de tout ce que vous pouvez voir, lire, en fait, les acteurs? ça dépend toujours du périmètre qu'on prend en considération. Est-ce qu'on prend le périmètre des montres connectées, des bracelets connectés, pour lesquels vous trouverez des prédictions chez IDC, GFK et d'autres de chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on prend l'ensemble du marché, de l'ensemble des objets qui vont intégrer de la connectivité? Dans quel cas on va mettre des lits, des meubles, des machines à laver, Et là, on n'a plus fini de compter, des voitures, plus compter. tout et n'importe quoi. Et là, on va se retrouver au chiffre que aussi Cisco a évoqué à un moment donné, qui était 17 trillions de dollars. Alors je disais, c'est quoi ce chiffre? C'est un tiers du PIB mondial. Ben, en gros, il prenait tous les produits manufacturés de tous les secteurs d'activité et ça donnait les objets connectés. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la valeur de la connectivité dans ces objets qui avaient déjà une valeur intrinsèque? Il y a des cas de figure où la connectivité va rajouter beaucoup de valeur, parce que la data que l'objet génère est très importante pour l'usage ou grand public ou entreprise. Puis il y a d'autres cas où la valeur de la donnée sera plutôt accessoire. Donc il va y avoir des curseurs variables selon le type d'objet. Est-ce que d'après vous, on est en train de vivre une révolution à l'échelle, par exemple, de la révolution industrielle ou d'Internet, ou est-ce qu'on fait un petit peu mousser tout ça c'est un peu les deux, je pense qu'il y a beaucoup de mousse en ce moment sur les objets connectés, mais c'est un peu en train de se calmer parce qu'on passe à d'autres sujets parfois. Mais il y a un vrai engouement qui est lié au fait qu'il y a des solutions techniques qui permettent de faire plein de choses qu'on n'imaginait pas avant. L'imagination humaine est sans limite. Donc si on est capable de capter plein d'informations, d'utiliser la data et de faire plein de choses, bah, il y a toujours d'innovation qui en sort. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est dans une phase d'innovation. Ce qu'on appelle une phase d'innovation, c'est une phase d'innovation qui est un peu, pas exponentielle, mais qui est débridée. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où plein de choses se créent dans tous les sens. Il y a un peu du tout et du n'importe quoi. Et à un moment donné, ça va se calmer, ça va se filtrer. C'est-à-dire que les consommateurs vont choisir les produits qui ont le plus de valeur d'usage. Il va y avoir des produits rigolos qui n'auront pas de valeur d'usage et qui vont disparaître. Et donc, il va y avoir une espèce d'élimination darwinienne des objets connectés. Mais c'est normal, ça a toujours été le cas. C'était le cas des PC au départ, c'était le cas des premiers smartphones avant les smartphones. Il y a eu plein de technologies qui ont disparu depuis. Hein. Le WAP, le e-mode, ces trucs-là, ils ont disparu. Hein. Et alors, cette évolution darwinienne, vous la datez à quand? Ah bah, la question de l'évolution, c'est plutôt quand est-ce à quelle qu'on échéance? Voilà, à quelle Il échéance? n'y a pas de date, c'est un phénomène continu. Mais ça Et pourrait puis, être... voilà, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans? Il y aura d'autres technologies qui vont arriver. En plus, et qui rendront celles-ci obsolètes de facto. En plus, les objets connectés, c'est pas juste des objets. C'est un mélange d'objets, de capteurs, ça c'est ce qu'on a sur soi ou qu'on met dans la maison. C'est des réseaux, donc il faut connecter tous ces objets. Il y a plein de réseaux, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a le réseau de Sigfox, une boîte française. Et puis derrière, il y a des logiciels, et il y a des serveurs, il y a du cloud, et il y a l'usage des données, il y a les outils qui présentent l'information, il y a l'information qui est présentée à des individus pour les aider eux, il y a des outils qui sont utilisés par des organisations, par exemple pour savoir où sont les gens à un moment donné, ce qu'ils font, pour faire de la publicité ciblée, pour faire des choses comme ça. Donc en fait, c'est un univers, les objets connectés. C'est pas juste des objets, c'est tout un univers de données, de capteurs et d'usages qui va traverser toutes les industries. La voiture, par exemple, c'est hallucinant ce qui va se passer dans l'automobile. Hein. Qu'est-ce qui va se passer alors? L'objet connecté ultime pour moi, en tant qu'utilisateur, c'est aux alentours d'une quinzaine d'années, la démocratisation des voitures sans chauffeur. Comme la Google Car dont on Mais entend parler. Ça nous amène au sujet d'après. Les objets connectés, ils font peur pour beaucoup de gens. Pourquoi?
Est-ce que Je dans le sais cas pas des s'ils font voitures, est-ce beaucoup. que c'est parce que Je suis pas sûr on qu'ils fassent perd le tant peur que ça contrôle? parce que leur taux de pénétration Alors, dans les foyers n'est pas très élevé encore aujourd'hui. ouais. Il y a certains types d'objets connectés qui peuvent faire peur, ou en tout cas certaines manières d'utiliser les objets qui pourraient éventuellement faire peur, Ou certains dès aspects, lors qu'ils type la vont, data. voilà, dès lors qu'ils vont collecter beaucoup d'informations sur soi. Moi j'ai découvert, pas avec effroi, parce que je ne vais pas faire la vierge effarouchée, mais que le nouvel iPhone que j'ai acheté récemment, au bout de 3 semaines, j'ai dit tiens, je vais utiliser leur application iHealth qui permet de savoir combien de pas on a fait, et je vais l'activer. J'ai ouvert l'application, et en fait il avait tout mesuré mes pas depuis que j'avais acheté le téléphone sans me demander mon avis. Ah, Alors, faudrait que je regarde alors. il les avait, bah voilà, mais il les avait pas transmis, probablement pas transmis à quelqu'un d'autre, mais il les avait enregistrés sans me demander mon avis. Donc, je me dis, tiens, bon. Oui, donc c'est dans les Donc, conditions d'utilisation de Bon, l'iTunes. Et... tant que ça sort pas de mon téléphone, c'est pas très grave, mais quand même, ça montre quoi? Ça montre que l'objet, il avait capté beaucoup d'informations sur ce que je faisais, mes mouvements, combien d'étages j'avais monté, descendu, et bon, voilà, à l'insu de mon plein gré. Bon. Donc, si ça se généralise, et si ça aboutit à de la publicité ciblée ou à d'autres choses, voire des choses qui relèvent du renseignement ou des États totalitaires, ça peut devenir dangereux. Donc effectivement, ça dépend de là où on vit. Si on vit dans une vraie démocratie, ce qui existe de moins en moins d'ailleurs, on est relativement à l'abri. Si on est dans une semi-démocratie, ça commence à devenir dangereux. Si on est dans une dictature, là, il faut verrouiller tout. Ouais. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait verrouiller tout a priori, on va pas vers ça. Bah, il faut vivre dans un monde à risque. Hein. C'est risqué de prendre la voiture, c'est aussi risqué d'utiliser tout un tas d'objets dans la vie. Et en fait, tant qu'on n'a pas une perception du risque ou des risques qu'on prend quotidiennement dans la vie, on continue à vivre. Et si on est complètement obnubilé par tous les risques, on ne fait plus rien. On ne prend pas la voiture, on ne prend pas le métro parce qu'il y a des gens qui se suicident ou qui sont poussés dans la... On ne fait mange plus pas rien. les 3 quarts des choses qu'on mange tous les jours parce qu'il paraît que ça donne le cancer ou d'autres maladies. Voilà, c'est une question d'appréciation du risque qui est très variable. Si on totalisait tous les risques qu'on prend toute la journée, on se ferait très peur. Alors la semaine dernière, Le Monde a rendu public une note interne de l'INRIA, de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, à propos de la loi sur le renseignement justement. Et initialement, donc cette note était initialement destinée au cabinet ministériel, aux députés. Bon, elle est sortie. La question, enfin d'après les scientifiques, on ne peut pas vraiment anonymiser les données. Est-ce que c'est vrai et pourquoi est-ce qu'on nous ment si c'est le cas? Alors, je ne suis pas sûr qu'on nous demande forcément sciemment, parce que je ne suis pas sûr que les députés soient tous au courant de ce qui se passe Mais dans les le numérique. fabricants, quand on nous dit on anonymise toutes vos Alors, les données. fabricants, oui, alors si on prend un fabricant pris individuellement, il peut effectivement prétendre qu'il anonymise les données. Il se trouve que dans notre vie sur Internet, dans les sites web qu'on consomme, ou dans les endroits où on va, dans les restaurants où on va, on laisse des traces en fait, et on a un comportement qui est unique. Chaque personne a un comportement unique, sauf vraiment des jumeaux qui vivent au même endroit, qui font exactement la même chose en se suivant tous les jours. Mais ce n'est pas le cas même des jumeaux. Donc en fait, chaque personne a un comportement qui est tellement unique, qui peut être capté par différents capteurs, dont le smartphone, et qui donc, à la fin, si on arrive à reconstituer des briques du puzzle, permettent d'identifier qui est qui. Donc supposons qu'on ait une trace des sites web que vous avez visités ou des lieux où vous êtes allé, et qu'on croise ces informations-là avec une base qui contient des listes de gens avec d'autres paramètres, on va pouvoir dire, bien lui, c'est lui et faire des croisements. Et la grande crainte... Donc il n'y aura pas marqué Olivier Ezrati, mais par contre, en recoupant toutes les infos, on va savoir... Dans certaines bases, il y aura Olivier Ezrati avec certains comportements. Dans d'autres bases, il n'y aura pas Olivier Ezrati avec d'autres comportements. Et on pourra faire le croisement entre les deux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été prévu il y a très très longtemps. Dans la loi informatique et liberté de la CNIL, il s'était posé la question en 78, c'est quand même assez avant-gardiste, sur la possibilité de croiser des données. Et ils en avaient décidé qu'il fallait isoler les bases de données les unes par rapport aux autres. Alors, un petit mot sur la standardisation. Donc, à l'heure actuelle, chaque objet a plus ou moins son propre protocole. Où est-ce qu'on en est? Alors, ça dépend de quoi on parle. En gros, il y a 2 types de protocoles, pour faire simple, pour connecter les objets. Il y a la couche réseau, c'est-à-dire sur quel réseau ils s'appuient pour communiquer entre eux. Donc, ça va être le Wi-Fi qui est le plus connu, même s'il y a une dizaine de Wi-Fi différents. Il va y avoir le Bluetooth, qui est le protocole réseau qui est le plus souvent utilisé pour connecter des appareils mobiles entre eux. Donc, typiquement... un bracelet connecté ou une montre avec son smartphone, ça c'est très souvent du Bluetooth. Et puis il y a d'autres réseaux, il y en a plein. Il y a le Zigbee, le Z-Wave pour la domotique, il y a le Sigfox ou le LoRa qui est une alternative, qui sont des protocoles réseau qui servent à communiquer à bas débit, à très longue distance, donc c'est encore un autre usage. Et puis il y a la 4G, la 3G qui sert dans la téléphonie. Tout ça, c'est assez standardisé aujourd'hui, à part peut-être les protocoles type Sigfox qui sont relativement nouveaux. Il n'y en a pas un qui ressort. Ils ressortent selon les usages. Hein. Mobilité égale Bluetooth aujourd'hui, domotique égale plutôt Wi-Fi qui a pris le dessus sur les protocoles domotiques spécifiques comme le Zigbee et le Z-Wave, et les autres protocoles typiquement comme Sigfox qui vont être utilisés pour capter de la donnée, notamment dans la Smart City, pour savoir si un lampadaire éclaire bien ou des choses comme ça, qui sont des données
à faible volume, à faible fréquence, et qu'on veut récupérer régulièrement. Donc il y a des protocoles dédiés à ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer comme une adresse IP, comme Internet, où on rentre son adresse mail, son adresse Internet. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte d'adresse IP comme ça pour chaque ça objet? existe, ça s'appelle IPv6, ça fait des années qu'on en parle, c'est déployé très lentement. Mais c'est pas, voilà, c'est pas encore... Moi, je n'ai parlé que des protocoles réseau. Mais au-dessus des protocoles réseau, il y a la manière dont les logiciels parlent aux objets. Et donc, aujourd'hui, dans un grand nombre de cas, les logiciels parlent aux objets via les protocoles de l'Internet. En gros, c'est HTTP, on envoie une requête, on obtient une réponse qui donne les chiffres avec la température, la pression, d'autres paramètres. C'est assez standardisé, mais avec ce qu'on appelle des sémantiques différentes. On n'interroge pas la température de la même manière pour se connecter à tous les objets qui mesurent la température. Ce n'est pas encore standardisé, et donc il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là, mais c'est encore relativement lent. Pour l'instant, les plus gros efforts sont faits dans les couches réseau. Il y a des consortiums industriels dans le domaine. Et ce qui reste à faire, c'est de standardiser la couche dite applicative, la couche de données, où là, c'est Et pas une fois de encore très plus, propre. est-ce que ça pourrait être les GAFA qui prendraient la main Ça dessus? peut être les GAFA, et Google avec Nest et un protocole qui s'appelle Hypercat est en train d'essayer de prendre le dessus là-dessus. Mais il faut bien voir que les protocoles, il y en a de deux sortes. Il y a des protocoles qui permettent à des logiciels de communiquer avec l'écosystème applicatif d'un fournisseur, type Android pour Google ou iOS pour Apple. Et puis il y a des protocoles qui sont destinés à l'interopérabilité des objets du même niveau, pour qu'un objet parle à un objet. Et là, il n'y a pas de raison forcément à ce que ce soit un Google ou un Apple qui contrôle ce marché-là. Il y a un intérêt à ce que ce soit plutôt des organisations internationales, l'ISO, W3C, IETF ou ETSI en Europe, qui standardisent ces couches-là de manière neutre par rapport aux fournisseurs, même si on sait que derrière les fournisseurs font leur lobbying pour imposer plus ou moins leurs brevets ou leur technologie. Dernière question pour la route, avant de passer à la start-up de la semaine. Ouais. À quoi pourrait ressembler notre vie dans 100 ans avec tous ces objets connectés? Un peu de science-fiction. J'en ai aucune idée, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans 100 ans, d'abord, on ne sera plus là, on ne sera pas là pour le voir. Pour nos petits-enfants, peut-être les petits-enfants qui vivront plus longtemps, ils le verront. Il y a un domaine, moi, qui m'intéresse beaucoup et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le monde de la santé. Et aussi l'intelligence artificielle. Mais le domaine de la santé, c'est un des domaines où les objets connectés auront probablement le plus de valeur d'usage. Il faut savoir que, pas dans 100 ans, donc on sera peut-être en vie, mais dans moins de 10 ans, ça dépend, mais dans moins de 10 ans, on aura des objets qui seront capables déjà de mesurer nos paramètres vitaux de manière beaucoup plus précise qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand on va chez le docteur, qu'on a un bobo ou quelque chose qui ne va pas dans le ventre, il nous envoie au laboratoire, on fait un examen du sang ou des urines, on revient une semaine après, on reprend un rendez-vous, etc. Tout ça, le cycle sera raccourci, on aura un truc chez soi dans 10 à 15 ans, où on aura un appareil qui va tout mesurer d'un coup. Donc on aura tous une puce sous la peau. Pas forcément une puce, les sangs et les urines, c'est pas compliqué à capter. Donc déjà rien que sur ces deux fluides-là, on va être capable de mesurer instantanément plusieurs centaines de paramètres en même temps pour détecter plusieurs pathologies d'un coup. Ça c'est pour la mesure. Et après on aura des objets ou des traitements qui eux-mêmes s'appuieront sur des objets connectés, qui vont nous infuser des molécules, des protéines ou des enzymes ou autres, qui vont nous permettre de guérir un certain nombre de pathologies, notamment les cancers. Donc il y a beaucoup d'espoir dans le domaine de la santé et les objets connectés, c'est un gros morceau de ce marché-là. Merci beaucoup Olivier Ezrati. Restez avec nous, on passe tout de suite à la start-up de la semaine. Jean-Marie Debache, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur de Connected Cycle. Alors, première question, qu'est-ce que c'est ? Alors, Connected Cycle développe des produits pour apporter la connectivité au vélo, connectivité et géolocalisation. Donc l'idée, c'est de transformer tous les vélos en objets connectés. Ça répond à deux grands besoins. Le premier, c'est un engouement pour les cyclistes pour le suivi d'activité. Par où est-ce que je suis passé, quelle distance j'ai parcouru, le dénivelé, les calories, toutes sortes d'informations qui vont ensuite stimuler l'utilisation du vélo. Et puis, une autre préoccupation des cyclistes, c'est est-ce qu'on ne m'a pas volé mon vélo? Quand on garde son vélo en ville, on se demande toujours si on va le retrouver. Et notre solution permet de localiser le vélo à tout moment si jamais il a été volé. Sauf si le voleur enlève la pédale. Si la présence d'esprit de se dire il y a peut-être un petit capteur dedans.
Alors, les capteurs, on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas être enlevés par le voleur. Très bien, donc on y reviendra c'est tout à l'heure. sécure. Oui. J'ai oublié, mais vous devez vous connaître tous les deux, Mais non, oui. du Mais CES. oui, On s'est croisés au CES notamment. Exactement, puisque c'est au CES cette année qu'on a présenté la première pédale connectée au monde. C'est une des déclinaisons de nos produits, puisque à l'origine, on a développé une carte électronique qui s'installe sur tous les vélos, qu'on a adressée plutôt au marché professionnel. Et puis, en début d'année, on a présenté cette pédale qui s'adresse au marché grand public, qui se monte sur n'importe quel vélo, très très simplement. Alors, je vous coupe en même temps que vous parlez, on va lancer la vidéo qui parle de Connected Cycle, comme ça vous pouvez nous expliquer comment ça marche. Alors, cette pédale, déjà, elle s'installe sur n'importe quel vélo, au moyen de... il faut savoir que sur les vélos, le pas de vis sur lequel qu'utilise la pédale pour être raccordé sur le pédalier, il est standard, donc ça permet d'installer sur tous les vélos. Et on sait pas forcément, ouais. Et on a prévu une clé codée qui fait que le propriétaire, lui, va installer facilement sa pédale, mais par contre, un voleur, lui, il ne pourra pas la démonter. C'est un peu le même principe que sur les jantes de voiture quand on a des boulons avec une clé codée. Alors ensuite, on a bien sûr une application. L'application, elle va permettre de récupérer toutes les informations sur le suivi de son activité. Et puis, elle va permettre de localiser le vélo à tout instant. Et puis, la fonction vol, c'est surtout que si jamais votre vélo bouge, donc on imagine quelqu'un est en train d'essayer de forcer le cadenas, vous allez être alerté sur votre smartphone. Et à ce moment-là, ça vous permettra de réagir s'il est encore temps. Alors, à qui s'adressent vos produits? Est-ce que c'est aux jeunes hipsters qui se déplacent sur Fixie ou est-ce que c'est à n'importe qui a un vélo finalement? Alors, la pédale connectée, elle s'adresse aux gens qui utilisent leur vélo pour leur trajet quotidien, donc plutôt un usage urbain. Ça peut être vraiment sur toutes sortes de vélos. On va avoir le vélo urbain classique, le Fixie, et donc à la fois dans son usage vol et suivi d'activité. Est-ce que vous avez des concurrents à proprement parler, des gens qui font comme vous des pédales connectées? Alors, des pédales connectées, non. On était d'ailleurs très surpris quand on a commencé à développer ce produit. On s'attendait à en voir 2 ou 3 autres au CES. Et non, on était tout seul. On était content d'être tout seul. C'est ce qui a d'ailleurs fait notre succès. Il y a des applications smartphone qui permettent de faire une partie de ce qu'on peut faire avec nos solutions. Mais elles ont l'inconvénient de consommer beaucoup de batterie quand vous êtes en train de vous déplacer. Et en plus, elles ne vous permettent pas de localiser votre vélo quand il a été volé. Et alors, d'où vous est venue cette idée de créer une pédale connectée? Vous êtes passionné vous-même de vélo à la base? Oui, alors en fait, le Connected Cycle, c'est né de la rencontre de 2 cyclistes. Un qui est plutôt software, donc mon associé, qui a travaillé sur toute la partie du serveur et des applications. Et puis moi, qui est plutôt un passé hardware et qui a travaillé sur l'électronique, la mécanique, ce qui nous a permis de créer cette rencontre qui fait la richesse des objets connectés aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, vous êtes combien à travailler Alors, on est 5 dans la société. On s'est appuyé sur un designer et son équipe. Donc, ça fait d'autres personnes qui ont contribué au projet. Et puis, toute l'équipe industrielle qui travaille avec nous. Alors, dernière question, où est-ce qu'on trouve Connected Cycle et à quel prix? Alors, la pédale connectée, elle est en pré-vente sur un site de crowdfunding qui s'appelle Indiegogo. On a commencé notre campagne en début du mois de mai. On a eu un succès assez fulgurant puisqu'on avait atteint notre objectif de financement en moins d'une journée. Et puis là, l'aventure se poursuit et on livrera les premières pédales en fin d'année. Olivier, vous faites du vélo? Non. Vous allez vous y mettre? Pourquoi pas, mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est emblématique de la French Tech. C'est emblématique des startups françaises qui arrivent à rentrer dans des marchés qu'elles créent. En fait, elles sont toutes nouvelles. C'est un peu comme Parrot quand il est entré sur les drones il y a 5-6 ans. Et donc je lui souhaite tout le succès du monde et d'avoir des concurrents parce que finalement c'est le fait d'avoir des concurrents qui montre qu'il y a un marché. Mais quand il y a des concurrents, il faut rester le premier. C'est ça l'objectif. Oui, ils vont sûrement pas tarder à arriver en ayant eu vent de la nouvelle. Bon, moi en tout cas, je fais du vélo et j'achèterai votre pédale connectée. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. La semaine prochaine, on reçoit Marc Zeller de Bionic Bird et Christophe Dezay de Tech to Innovate. À la semaine prochaine.